Aujourd'hui, je suis heureuse de te présenter la deuxième partie de mon entretien avec Ingrid Bayot, dans le cadre de notre série spéciale Le nid évolué. Notre objectif, c'est d'approfondir notre compréhension de l'environnement de soins autour du mammifère humain. Si tu n'as pas encore eu l'occasion d'écouter la première partie, je t'encourage vivement à le faire avant de plonger dans cette deuxième partie-là où on va continuer de plonger dans le sujet captivant de l'allaitement maternel. Je suis Elisabeth Dufresne et bienvenue à Les Émergents. On parle souvent des bienfaits de l'allaitement plus au niveau de la santé, mais il y a aussi, moi j'ai une formation sur l'attachement, le développement des enfants basé sur l'attachement. Est-ce que dans vos consultations, quand vous avez accompagné des familles, vous avez vu l'impact de cette pratique-là sur le déploiement de l'attachement dans les premières semaines, les premiers mois de vie? C'est quoi la place de l'allaitement dans l'instauration de cette relation-là entre le parent et l'enfant? C'est difficile à dire parce que j'ai pas vu suffisamment de personnes pour pouvoir tirer une ligne conclusive. Donc c'est plutôt via mes lectures qui confirment ce que j'observe sur le terrain. Redécouvrir l'allaitement nous oblige en termes de culture et d'individu à redécouvrir un bébé humain et ses besoins, dont ses besoins d'attachement. C'est comme ça qu'en néonate, depuis qu'on permet aux parents de participer au soin, on n'a plus d'allaitement. Ça, c'est vraiment quelque chose qu'on voit très bien. On a mis le kangourou motorcare. Même chose en maternité. Ceci dit, l'attachement peut se vivre sans allaitement. Je me fais l'avocat du diable. Et ça, j'ai dû souvent l'expliquer parce qu'il y a des femmes qui commencent un allaitement et quand elles arrivent, c'est moi pour un problème de sommeil, parce que je fais des entretiens à sommeil aussi, le bébé avait un problème de santé, musculo-squelettique, des tensions, suite à des histoires d'accouchement pas possibles, suite à des dysfonctionnements maxillofaciaux, des restrictions maxillofaciales, etc. Enfin, peu importe le problème, en général, le premier qui est accusé, c'est l'allaitement. C'est ton lait qui est pas assez. Comme le bébé ne dort pas, qui pleure énormément, t'as pas assez de lait, t'es pas assez riche. Comme la maman est hyper stressée et qu'elle est critiquée partout, c'est sûr que son allaitement va diminuer, à la fois par le stress et par la croyance qu'elle ne donne pas assez. Donc, il y a un sentiment d'incompétence, il y a tout ça. Souvent, l'allaitement a pris le bord. Et sapristi, là, j'ai vraiment expliqué que l'intention de rejoindre le bébé, l'intention de faire les soins, l'intention d'être avec lui, ça peut passer par le biberon aussi et ça va créer de l'attachement aussi. Et je vois que j'entends parfois des auteurs qui disent qu'une femme qui n'a pas été allaitée ne pourra pas allaiter. Je trouve ça un peu rapide. Je connais des femmes qui sont très à l'aise dans l'allaitement, mais quand j'entends parler leur mère, parce que je suis assez vieille pour observer plusieurs générations évoluer, c'était des mères très attentives. Qui n'ont pas allaité parce que dans les années 70-80, ça se faisait pas, ou c'était très vite terminé, l'allaitement dans ces moments-là. Quand on allaitait plus de 6 semaines, on commençait à être suspect. Mais c'était des mamans, des parents, aussi des enfants qui ont reçu l'attention, qui ont été portés, qui ont été chouchoutés, qui ont reçu le biberon dans les bras avec le regard et tout. Biologiquement, c'est pas pareil, on est bien d'accord, mais il y a eu un attachement. Et ces enfants ont eu des parents suffisamment bons. Donc pas parfait, mais suffisamment bon. Et je vois que ces femmes sont très à l'aise dans le portage. Et comme elles arrivent à rejoindre leur bébé, à le regarder, l'allaitement, pouf, ça va. Alors que d'autres qui auraient été allaités, mais allaiter 6 mois, 6 fois par jour aux 4 heures avec une maman un peu plus psychorigide, je suis pas sûre qu'elle va être si à l'aise que ça avec un bébé. Donc on ne peut pas parler d'allaitement en termes uniquement d'alimentation, il faut le voir en termes de lien, de relation. D'ailleurs, dans mon approche, c'est quoi la base de la pyramide conceptuelle de l'allaitement? L'allaitement, pour moi, c'est le 4e étage d'une pyramide. Pour pouvoir allaiter, il faut pouvoir connaître les rythmes
du bébé, donc observer les rythmes et les compétences du bébé, c'est l'étage en dessous. Ses éveils, ses compétences relationnelles, son besoin de continuité sensorielle transnatale. Et puis, si on veut observer ses éveils, ses compétences, ben, il faut qu'on soit en proximité. Et ça, c'est tout l'état de l'adaptation néonatale. Et si on veut que les parents soient disponibles pour la proximité et pour l'observation de leur bébé, ça prend une base. Ça, c'est la base de la pyramide. C'est la partie la plus large. C'est le soutien de la tribu. Et je dis expressément la tribu, puisqu'en termes anthropologiques, ce qui a permis à une espèce comme la nôtre, avec des bébés aussi matures, qui demandent des soins aussi longtemps, ça prend une organisation sociale suffisamment coopératrice et tribale, et où l'ensemble de la tribu est concerné par les tout-petits, par les petits, par les enfants qui grandissent. On est loin de ça aujourd'hui, non? On est loin, oui, et on est plus proche que mes grands-parents, je vais vous dire. Ah, c'est vrai? Ah oui. Parce que d'abord, durant la deuxième partie du XXe siècle, il y a énormément de publications sur le bébé. On redécouvre le bébé, bon, avec les excès et les caricatures de la bébéolatrie. Ça amène beaucoup de commerce, tout ça, d'accord. Mais outre ça, on a quand même des grands auteurs qui ont travaillé sur les soins du développement, par exemple. La théorie de l'attachement, les compétences du nouveau-né avec Brazelton, toute la compréhension intuitive du bébé à travers la parole que François Zolto a inauguré, mais que d'autres ont pris en charge aussi. Donc on a là, on redécouvre c'est quoi un bébé humain, alors que ma grand-mère c'était rien, niet ça. Il est propre et il a bien mangé, il n'a besoin de rien. Mais au niveau de la tribu, moi je me demande, est-ce qu'il n'y avait pas davantage des familles élargies qui sont présentes aujourd'hui? Souvent, il y a comme les familles, les grands-parents habitent dans une autre ville. On est de plus en plus, j'ai l'impression, individualiste dans notre façon de vivre notre quotidien. Moi, c'est plus à ce niveau-là. J'ai l'impression qu'en ce moment, on est presque dans une crise. Oui, il y a un désir. On entend beaucoup de gens, en tout cas, je ne sais pas si c'est dans ma chambre d'écho, mais il y a beaucoup de gens qui ont cet appel-là vers la communauté. Mais tu sais, on se rend bien vite compte que moi, actuellement, tu sais, j'ai déménagé à Waterville. Il y a beaucoup de gens ici qui ont ce désir-là. Et après ça, quand on se lance, on réalise que ça prend des ressources internes de vivre avec les autres. Fait qu'on a tout ce besoin biologique-là d'être supporté, d'être en tribu, mais on a tout l'aspect culturel qui nous a amenés vers l'individualité. Fait que c'est vraiment un combat constant. Puis, tu sais, à travers ça, ben, il y a tous nos enjeux d'attachement, fait que la peur de la proximité, de l'intimité. C'est très complexe, mais j'ai vraiment l'impression que c'est difficile pour beaucoup de gens de trouver ce réseau de support-là aujourd'hui. Oui. Est-ce que c'était plus facile à l'époque de ma grand-mère qui a vécu quand même 2 guerres pendant sa vie? Ouais, non. Non, mais je veux dire, elle a eu un enfant en 33, en 39 et en 43. Je suis pas sûre que c'était si facile que ça, d'accord. Et donc c'est pour ça que les femmes de cette génération-là, vraiment, comme bien d'autres avant, surtout dans les villes, le bébé il est propre, il a bien mangé, il n'a besoin de rien. Dans la paysannerie, c'est pas un sens péjoratif, c'est la ruralité qui composait quand même 4/5 de la France avant la Première Guerre mondiale. Oui, il y avait du transgénérationnel, mais qui pouvait être la meilleure et la pire des choses. Parce que dans une famille, ça peut bien fonctionner, mais ça peut aussi être des tyrannies, des micro-tyrans, ça existe depuis toujours. Alors, oui, il y a des familles qui fonctionnaient bien, oui, suffisamment bien. Et donc, pour le moment, autant avec nos ancêtres, les tribus étaient forcées de fonctionner et ils avaient un tas de... d'abord, étant maternés plus longtemps. De toute façon, un enfant qui n'est pas materné, il meurt. D'accord ? Donc, ils sont maternés. Et la mère est supportée dans ce maternage-là par d'autres. Nous sommes une espèce à alloparent, comme on dit. Donc, je veux dire, assez rapidement, un enfant va avoir plus qu'une figure d'attachement, 2, 3, 4, 5 facilement. D'accord ? Donc, dans les voisinages, grands-parents, etc. Sont des enfants qui se développent avec un néocortex social qui fonctionne. Et il existe dans tous les systèmes tribaux des rituels de réglage des conflits. On va régler les conflits avec des rituels. Nous avons beaucoup évolué par rapport à ça.
Hein, dans la paysannerie, c'était encore nécessaire, mais la paysannerie était souvent surexploitée, donc c'était des gens qui étaient stressés, c'était des gens, et ça dépend des périodes. Hein. Donc on ne peut pas faire un portrait monolithique du passé, mais d'où nous venons, ça a été nécessaire de fonctionner en tribu suffisamment bonne au niveau de la coopération et de la gestion des conflits. Or, à partir du moment où on se sédentarise, où on materne moins les enfants, le cerveau cortical va moins se développer et la gestion des conflits va devenir problématique. Il suffit de voir l'état du monde. Hein, et alors, vous mettez à des grands primates très intelligents la possibilité de fabriquer des bombes et on voit comment se règlent les conflits, quoi. Enfin, bon... On espère que la diplomatie va s'améliorer comme ça. Et c'est Marshall Rosenberg qui a lancé en communication, Marshall Rosenberg, la communication non violente. C'est ça. Alors on dit, mais pourquoi vous avez appelé ça comme ça? Il dit, parce que ça fait 5 à 10 000 ans que les humains communiquent de manière violente. C'est-à-dire gagnant-perdant. Dominant-dominé, gagnant-perdant, d'accord, et que lui cherchait alors à mettre en place des outils de communication qui permettaient de se comprendre, de s'écouter mutuellement. Mais ça, dans une tribu qui fonctionne, ça a été comme ça depuis le départ. Mais nous avons tellement évolué que ça prend des formations maintenant pour travailler là-dessus. Oui, exact. Puis il y a un désir, je pense, de la part des gens d'aller vers ces formations-là en ce moment. Les communautés qui ont fonctionné, vous savez, dans les années 70, il y a eu plein de petites communautés. Les 9/10 ont échoué, et celles qui n'ont pas échoué étaient celles qui se sont outillées sur le plan de la communication. Mm-hmm. Oui, c'est ça. Puis même, j'avais lu un livre sur une éco-communauté, puis la femme, elle disait, ça sert à rien de commencer à mettre en place des infrastructures. Il faut d'abord regarder à l'intérieur de soi, puis apprendre à vivre ensemble. C'est ça. Mais dans le couple, c'est la même chose. On est super amoureux, très bien, on démarre ensemble, et puis on se retrouve dans les conflits. Comment est-ce qu'on va gérer les conflits? C'est là où on va travailler. Qu'est-ce que ce sujet-là fait réagir en moi? Si on ne se regarde pas en soi et qu'on n'est pas capable d'avoir cette introspection pour après amener à l'autre le vrai problème, et parce que ça résonne en nous, et on lui déballe toutes nos frustrations accumulées parce qu'il a fait déborder un vase, avec une goutte il a fait déborder un vase, il reçoit un vase sur la tête, on ne s'en sort pas. Et alors, chacun est sur la défensive et ça ne fonctionne plus. Dès qu'il y a communauté, il y a nécessité de regard en soi. Alors, le couple est déjà une super école, mais alors avoir des enfants, là, c'est costaud, parce que là, ça va chercher notre enfant intérieur, là. Le fait, par contre, qu'on vive un peu moins en communauté, j'ai l'impression que, en tout cas, moi, en tant que femme, j'ai vu peu de femmes allaitées encore. J'ai 31 ans. J'ai quelques amies qui le font, certaines plus pudiques que d'autres. Donc, même là, j'ai pas toujours accès à ça. Est-ce que vous sentez qu'il y a une espèce de rupture de transmission? Parce que je réalise qu'il y a beaucoup de femmes qui ont l'impression que ça va être instinctif, l'allaitement, puis que moi, j'avais cette idée-là, que, pas besoin de me préparer, tout est là. Puis finalement, j'entends des amis dire « Oh mon Dieu, j'aurais tellement dû me préparer à l'allaitement. » Moi, je serais curieuse de vous entendre là-dessus. Pourquoi on a autant besoin de se préparer de nos jours? Puis si vous aviez à donner un conseil à une femme qui n'a pas encore allaité, qu'est-ce qu'elle devrait faire pour se préparer? D'abord, pourquoi est-ce que pendant quelques centaines, pendant des siècles, l'allaitement a coulé de source? Faut pas oublier une petite fille qui grandit dans une tribu voit des mères allaiter et porter des bébés. Au fur et à mesure qu'elle grandit, elle va se voir confier des responsabilités. C'est un grand honneur. D'accord? Donc, il y a une forme de valorisation normale du matin. Pas une glorification comme au 19e siècle. La gloire d'être mère, l'honneur d'être maman. Bon, ça va, quoi. Ça va. Arrêtez. On doit pondre parce que vous organisez des guerres à côté et que ça... On massacre des générations, donc il faut que les femmes en fassent un maximum. Là, ça, c'est autre chose. Non, simplement que ça fait partie de la vie. Donc, c'est ce que j'appelle la modélisation passive. Elle voit faire, et puis la modélisation active, elle fait avec. Donc, quand elle a son premier bébé dans les mains, d'abord, sa fierté, enfin, elle en a un à elle, d'accord, mais elle a déjà tout un bagage. Je suis l'aînée d'une famille, mon petit frère avait 12 ans moins que moi.
Première fois que j'ai eu mon bébé, bon, évidemment, j'ai fait mes études de sage-femme, donc évidemment, mais enfin, même la première fois que j'ai eu un bébé en stage dans les mains, ben, mes copines de classe, c'était le premier bébé qu'elles portaient, hein. Moi pas. C'est ça. Tu vois, c'est ça. Donc, c'est la modélisation passive. Puis la modélisation active, c'est faire avec. Quand elle accouche, il y a les autres mamans qui sont là autour, qui vont s'occuper des autres enfants un peu plus grands, elle n'a rien d'autre à faire que de s'occuper de son bébé pendant les premiers jours, les premières semaines. Et ça, c'est le support de la communauté. Mais comme elle a vu faire à l'été, ben, elle n'a pas à se préparer, elle le fait, c'est tout. Tu vois? Donc, et ça, cette modélisation passive et active, elle n'est plus là. Et alors, dans une famille, parfois la maman peut montrer, la maman de la maman, hein, peut lui avoir montré des photos. Oui, tu as été l'été, ça a été magnifique, c'était un beau moment avec toi. D'ailleurs, j'arrivais pas à arrêter, ça a été chouette. Jusqu'à tes 4 mois, ça a été merveilleux. Tes 6 mois, tes 1 an, peu importe la durée, c'est le discours, c'est ce qu'elle fait passer comme vibration par rapport à cette expérience-là. Mais ça peut être l'inverse. J'ai essayé de t'allaiter, mais tu sais, dans la famille, on n'a pas de lait. D'ailleurs, j'ai saigné tout de suite, là, j'en ai souffert de cet allaitement. J'ai encore essayé 3 semaines, mais j'allaitais jusqu'au sang, ça ne marchait pas. Tu imagines ce qu'il y a? Avec quoi? Et puis elle a jamais vu un bébé, et puis imagine un peu qu'on prenne quelqu'un, un aborigène australien qui a jamais vu une voiture, qu'on le mette dans une voiture et qu'on lui dit allez, vas-y, conduis. Alors même nous qui avons déjà vu une voiture, on sait ce que c'est une automobile. La première fois qu'on a notre cours d'auto-école et qu'on a le volant dans les mains, on n'est pas tranquille quand même. Mais au moins on sait c'est quoi une bagnole. Mais si on n'a même jamais vu une voiture, qu'est-ce que tu veux? On sait même pas c'est quoi conduire. Tu vois, c'est ça, c'est le devenir parent, c'est d'avoir un bébé. Alors quoi? En voir d'autres, rencontrer d'autres, voir faire, et alors là, évidemment, les podcasts, les films, c'est à ça que vous participez, c'est à créer de la modélisation passive et active. Voir faire, c'est en parler avec d'autres, c'est écouter. Et alors, la notion d'instinct maternel, moi, elle me rend dingue parce que, oui, biologiquement, on a des hormones qui facilitent les comportements maternels. Comme tous les primates, nous avons de la prolactine qui monte, hein, qui favorise les comportements maternants et protecteurs, et agressifs aussi. Si on touche à notre bébé, on a envie de bouffer la personne. Bon, hein, on est très agressif. Une mère normale est agressive si on s'approche de son bébé. Elle se méfie, là, elle est en hypervigilance et c'est normal. Il n'y a pas à se sentir coupable de ça. Donc on fait de l'ocytocine. Dès qu'on chouchoute notre bébé, on fait de l'ocytocine. Hein, dès qu'on l'embrasse, on fait de l'ocytocine. Le pot à pot augmente les endorphines aussi. Donc ça concerne déjà toutes les mères, qu'elles allaitent ou non. Et évidemment, si on allaite, on va augmenter la prolactine, l'endorphine et l'ocytocine. Bien sûr, ça fait partie des hormones. Et alors un petit dernier pour la route. L'odeur de la tête du bébé augmente notre dopamine. Donc on sniffe nos bébés. Et on s'en prive pas d'ailleurs. Parce que la dopamine, c'est addictif, hein, c'est l'hormone des réseaux sociaux. Hein. Donc, un papa peut faire de la dopamine, un père qui fait du pot à pot augmente sa prolactine, oui, voilà. Il fait des endorphines et de l'ocytocine. Donc déjà, moi je donne toujours cette information-là aux mamans, par exemple, qui ont, comme elles disent, raté leur allaitement ou dû l'abandonner par manque de soins ou par croyance, etc. J'ai regardé si un homme peut faire ces hormones-là, vous pouvez le faire aussi. Bon, alors à partir de là, est-ce que ça va donner d'office l'instinct spontané des gestes? Non, parce que plus une espèce est évoluée, plus les gestes de maternage sont complexes, sont diversifiés et évoluent avec le petit qui grandit et sont étalés dans le temps. Et donc demandent une modélisation passive et active. Au point que les premières femelles gorilles, par exemple, qu'on avait dans les zoos et qu'on avait capturées très jeunes pour qu'elles puissent s'acclimater, bon, je parle d'une expérience qui avait été faite au zoo d'Anvers à Bruxelles, un des premiers zoos européens, eh bien, quand cette femelle a été enceinte et qu'elle a accouché, elle ne savait pas quoi faire de son petit, parce qu'elle n'avait jamais vu d'autres femelles materner. Ah, ça c'est intéressant. Oui, donc ça veut dire que l'instinct maternel, oui, on a une base biologique commune à tous les mammifères, une base hormonale qui va favoriser ces comportements, mais dans des espèces évoluées comme la nôtre, ça ne détermine pas les comportements. Parce qu'ils sont tellement complexes, et toute cette geste et ces comportements maternels demandent une modélisation passive et active. Et donc, quand elle a été, d'ailleurs, le petit est mort, hein, le premier, parce qu'il pleurait, il couinait, elle ne savait pas quoi en faire, elle l'a secoué par les pattes et bon.
Il a fini par se taire pour longtemps. Donc, à la prochaine grossesse, on a demandé à une soigneuse, je ne sais plus si c'est une soigneuse ou une vétérinaire, de venir avec une poupée, une autre avec un bébé. Enfin, mais il y a eu des soins. Et la femelle, elle regardait ça et elle a intégré. Parce qu'on est entre primates, les gestes se ressemblent très fort. Hein. Dans mes formations, j'ai ma petite série de mamans primates que je montre. Tous les gestes sont les mêmes que les nôtres. Je trouve ça tellement intéressant, tellement fascinant. Puis, tu sais, en même temps, j'imagine que les hormones, c'est ça, les hormones ont une responsabilité à jouer, mais c'est pas suffisant. Non, c'est pas suffisant. Ça donne une base et c'est intéressant de le savoir parce que c'est quand même une base physique sur laquelle on peut se fier. Et par exemple, la prolactine qui est très élevée chez les mamans qui allaitent va modifier leur sommeil. C'est fascinant, hein, pour avoir 3-4 fois plus de sommeil profond, donc pour récupérer de la naissance et du gros travail physique que demande la production de lait, c'est quand même 750 à 1000 millilitres de lait par jour, hein, 1 litre de lait par jour pratiquement pour les femmes. Donc en 3 mois, on a fait son propre poids en lait. Hein. Wow, quand même. Hein? Oui, je dis toujours, vous faites 3 kilos de bébé, on vous amène des fleurs. Et puis vous faites 75 kilos de lait pendant votre soi-disant congé de maternité, et là tout le monde trouve que c'est normal, quoi. Vous êtes en congé, bon, il y a une arnaque là, tu sais, on reconnaît pas. Mais bref, c'est juste que cette base physiologique hormonale ce qui est le cadeau de l'évolution, hein, c'est intéressant d'aller le chercher, et cette prolactine qui va augmenter par 3 le sommeil lent profond va aussi durant ce sommeil profond créer des petits micro-éveils. Ça a été évalué dans les laboratoires de sommeil et tout, et la maman, le cerveau de la maman reste connecté parce qu'ils ont fait des polysomnographies maman-bébé, il reste connecté, et quand le bébé commence à s'étirer, à se réveiller, il se réveille avant qu'il pleure. Ce qui est logique, parce que dans une tribu on dort ensemble. Oui. Il faut que le bébé soit calme la nuit. Il ne faut pas que le bébé réveille tout le monde. Donc, est-ce que le fait de dormir séparément de son bébé, quand on allaite, c'est quoi l'impact? T'sais, est-ce que cododo et allaitement devraient venir ensemble, entre guillemets, oui. Logiquement, anthropologiquement, je dirais oui. D'abord, ne fût-ce que pour préserver la maman. Hein. D'accord, c'est quand même plus facile de rapprocher le bébé, de l'amener. On peut allaiter couché. À un moment donné, ça devient facile. On change de place, on revient. Tu sais, c'est simple. Ça, c'est dérangement minimum, quoi. Hein, tandis que maintenant, ceci dit, il y a des sensibilités personnelles à chacune. Hein. Il y a des femmes qui sont hyper auditives. Le moindre petit sniff du bébé, elles se réveillent tout le temps. Elles n'y arrivent pas. Moi, je dis parfois, persévérez un petit peu, relaxez-vous par rapport à ça. Parfois, votre cerveau peut s'habituer à ça. Et un peu comme on peut s'habituer à dormir au bord d'une autoroute, quoi. C'est moi, le train qui passe 2 fois par nuit, je l'entends plus. Hein. Ça me réveille plus, si tu veux, parce que mon cerveau est habitué, il sait que c'est pas un danger. Tu vois, donc alors que le tonnerre dans les montagnes, oui, parce que ça c'est beaucoup plus. Donc c'est juste donner une chance à votre cerveau de s'habituer. Mais il y en a qui n'y arrivent pas, et là elles sont dans le compromis qu'elles vont faire. Ça les dérange moins de se lever pour aller chercher le bébé dans une pièce à côté dès qu'elles l'entendent, mais même là, elles remarquent qu'elles se réveillent avant leur bébé. Moi, je suis hyper auditive. Je peux pas dormir à côté de quelqu'un, même pas un chat, même pas mon conjoint, impossible. C'est vrai. Oui, je dois dormir à part. C'est vraiment alors que je suis en hyper vigilance par rapport au bruit humain. Je sais pas pourquoi. Donc, alors que le train me réveille pas, c'est injuste, mais c'est comme ça. Donc, mais ça allait. Le bébé était dans la pièce à côté, mais je me réveillais. À un moment donné, je l'ai entendu. Ah non, il bouge. Ok. Je pouvais y aller. Donc, il y avait une réponse rapide quand même. Mais c'est fascinant que vous racontiez ça parce que moi, j'ai travaillé en pouponnière. Oui. Et les bébés avec lesquels j'avais le plus grand... l'attachement le plus fort, je dirais, c'était fréquent. Nous, dans le fond, ils dormaient c'est comme une pièce séparée. Donc, ils ont leur berceau. Puis, j'allais le déposer, le bébé dormait. Puis souvent... je me disais, hop, j'avais une intuition. Ah oui. J'allais voir, et le bébé était en train d'ouvrir ses yeux juste avant de pleurer. Donc, c'est fascinant de comprendre que même quand tu n'es pas le parent, je ne pourrais pas l'expliquer, mais j'ai constaté fréquemment cette capacité-là que j'avais à juste avant que le bébé se mette à pleurer, de savoir qu'il était réveillé. Je serais curieuse de connaître votre taux de prolactine. Non, mais vous avez tout le temps des bébés dans les mains.
vous les Oui. cajolez. Vous êtes affectivement, vous n'êtes pas coincé. Donc, vous n'êtes pas dans la rigidité de la soignante qui fait ses trucs de Non. manière rigide, si vous voulez. Donc, on n'est pas dans la nurse anglaise du 19e siècle, là. Vous voyez ce que je veux dire, hein? Donc, Ouais. il y a quelque chose. Donc, vous vous laissez interpeller. Il y a un attachement. Vous faites de la prolactine, c'est certain. Très Donc, intéressant. oui, probablement. Oui, 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 oui. C'est très drôle. Moi, je le vois avec les enfants de mes enfants. J'ai des réactions physiques que je sens envers eux quand je les avais bébés dans les mains, quoi. Mais quelque chose de proche, et je sniffais leur odeur, ça me rappelait leurs parents. C'était très spécial. Donc, vous voyez, la notion d'allo-parent vient aussi nous Oui. chercher hormonalement. C'est une des composantes Oui, du nid évolué de Darshan Harvez, oui, oui, les alloparents. oui. Fait qu'aujourd'hui, pour vous, dans la société moderne, l'alloparent, ce serait la tante, ce serait les grands-parents? Est-ce que ce serait aussi les enseignants, les éducateurs? Comme vous. C'est d'ailleurs, on dit souvent que la personne, la gardienne d'enfant, j'aime pas ce mot-là, la psychoéducatrice, donc la personne qui s'occupe majoritairement de l'enfant dans son milieu d'accueil, est la deuxième ou troisième ressource pilier de développement de l'enfant. Mm-hmm. Quand mes enfants retournent à Bruxelles, ils vont voir leur ancienne nounou. Ils vont lui dire Oui. bonjour. Donc, c'est la définition du ou des alloparents, ce sont les personnes qui s'occupent le plus de l'enfant en dehors des parents. Ça peut être le père, ça peut être une nounou, ça peut être une grand-mère, une tante. Ça va dépendre de ce qui s'est passé autour de l'enfant. Et la figure d'attachement number one, c'est la personne qui s'occupe le plus de l'enfant. Puis dans les sociétés là, dites primitives, est-ce que il y avait comme un degré de proximité qui était supérieur? Est-ce que, par exemple, un parent qui n'était pas le parent biologique pouvait allaiter l'enfant ou c'était Oui. toujours la figure primaire qui allaitait? Les sociétés primitives, c'est vaste. Hein. Donc, bon, on peut voir plusieurs modèles, mais en général, il y avait des co-allaitements. Les femmes s'entraidaient pour l'allaitement. Donc, il y avait une maman allaitante majoritaire. Donc, il y avait quand même cette figure d'attachement première, ne fût-ce que par les tout débuts de la vie. Hein. C'est avec la maman que le bébé va faire du pot à pot et du contact très proche, le donneur de soins, comme on dit, prioritaire, hein, premier. Mais ça a été décrit que les femmes s'entraidaient pour l'allaitement, et même des enfants qui marchent déjà et qui circulent dans la tribu, qui trouvent pas leur maman et qui vont chez une autre femme qui est en train d'allaiter son bébé et lui donne l'autre sein. Ça a été remarqué par des anthropologues en Tanzanie, par exemple. J'avais vu un article là-dessus. Wow. Vous imaginez la sensation de sécurité de ces enfants-là? Moi, j'avais lu ça, et puis j'étais dans le métro à Paris et je vois qu'il y a des distributeurs de sucreries partout. Je dis, vous voyez, ça c'est des alloparents artificiels. C'est tellement beau. Non, mais vraiment, j'aime que vous mettiez de l'avant l'idée de la sécurité Ouais. que ça procure à l'enfant, parce que j'ai l'impression, tu sais, moi, je travaille dans une école en ce moment, là, je travaille plus en pouponnière, puis les ressources qu'on met en place dans ces espaces-là ne fait pas en sorte que l'enfant peut trouver, je pense, autant de sécurité, parce que justement, juste les ratios n'ont pas de bon sens. Les ratios ne sont pas là pour les besoins de l'enfant, ils sont là pour les besoins du système. Oui. Mais je pense que ça a un impact, ça aussi, sur les futures générations, de ne pas pouvoir retrouver cet apaisement-là, de cette sécurité-là, de dire, même si mon parent n'est pas là, je sais, j'ai plein d'adultes autour de moi vers qui je peux me tourner. Oui. Je pense qu'il y a des milieux qui se rapprochent de ça, mais je trouve ça, on dirait que ça m'émeut juste d'avoir cette image-là en tête, de dire, oui, il y a des sociétés dans lesquelles, justement, papa, maman, oui, c'est important, mais les voisins, les amis de maman, papa, c'est aussi sécuritaire pour moi. Oui. Et c'est d'autant plus nécessaire que le monde autour d'eux n'est pas simple. Hein. Exact. La vie en Tanzanie, c'est sec, c'est aride, il y a des bêtes sauvages, il y a des serpents, il faut pouvoir compter les uns sur les autres. Hein. Alors nous, on n'a pas l'équivalent aussi, mais nos sociétés sont pas si simples que ça non plus. Hein. Non, et ce que j'ai aussi vu il y a une vingtaine d'années, j'ai donné plusieurs formations au milieu amérindien, où là, il y a encore un certain tissu tribal, si l'on veut, même s'il a été mis très, très à mal par la colonisation, d'une marraine d'allaitement qui me dit qu'elle a eu 5 enfants et qu'elle en a allaité 3. Ce qui est curieux.
Je dis ah bon, je dis 3 et est-ce que vous pouvez m'expliquer ou vous préférez pas parce que c'est votre vie privée? Elle dit non, mais ma sœur ne pouvait pas avoir d'enfant, alors je lui en ai donné 2. Oh, wow. Donc les mères porteuses, ça existe depuis longtemps, mais attention, dans un tissu humain qui donne tout son sens, parce que l'enfant connaît la vérité, connaît sa mère biologique. Ils n'ont pas voulu faire d'allaitement avec la maman, donc elle est la maman adoptive, qui est la sœur de la mère porteuse, et qui ça se faisait normalement chez eux, n'a pas allaité, mais cet enfant est complètement en sécurité parce qu'il sait qui est sa mère biologique, qui est d'ailleurs devenue sa marraine. Elle est la marraine ces deux enfants-là, et elle appelle maman, elle appelle tantine, enfin elle donne le nom, elle a un petit nom affectueux à sa maman, mais donc elle garde une présence dans la vie de ces enfants-là, en sachant très bien qu'elle a fait un cadeau à sa sœur, si vous voulez. Donc ça prend tout son sens. Ça n'a rien à voir avec une convention faite par avocat avec des femmes qui sont à l'étranger et qui sont exploitées pour ça, quoi. Ça, c'est autre chose. Donc quand on parle de gestation ils appelaient pas ça gestation pour autrui, c'est quelque chose qui se faisait parce que pourquoi? C'est suffisamment tricoté, serré comme communauté pour pouvoir faire ce genre de choses et que ça garde son sens. Et donc là, c'est un enfant qui est en sécurité parce qu'il connaît son histoire, il n'y a pas de mensonge, il n'y a pas de vide derrière lui et il sait qui est qui, quoi. Tout est très très clair. J'avais envie d'aborder un sujet qui peut me sembler un peu plus tabou, puis c'est la durée de l'allaitement. Je pense que de plus en plus de gens s'entendent pour dire qu'il est important d'allaiter là, quand on le peut. Toutefois, on ne s'entend pas encore concernant la durée. Et corrigez-moi si je me trompe, là, mais au Québec, j'ai lu que seulement 28% des femmes allaiteraient 6 mois ou plus, la majorité allaitant 3 mois et moins. Oui. Tantôt, vous l'avez mentionné brièvement, là, les sociétés plus chasseurs-cueilleurs allaitaient entre 4 et 6 ans même. Oui. Ça peut aller jusqu'à 6-7 ans même. Je pense qu'on parlait dans le livre de Darshan Narvaez. Selon vos recherches, puis en vous basant, mettons, d'abord strictement sur la santé de l'enfant, puis en faisant abstraction là, de l'organisation, de notre monde d'aujourd'hui, comme on vient de parler, là, combien de temps vous pensez qu'il peut être judicieux, pertinent d'allaiter aujourd'hui? Puis selon vous, pourquoi c'est difficile ou même impensable pour beaucoup de familles d'aller jusque-là aujourd'hui? Bon, par où je commence? D'abord, le niveau santé publique. D'accord? Donc, les statistiques, les gens. Voilà. L'OMS recommande 6 mois d'allaitement exclusif sur des études multicentriques qui ont été faites dans différents pays, etc. Donc, il n'y a pas de raison biologique pour pour diversifier l'alimentation avant 6 mois. Alors, il y en a qui disent 4 mois, il y en a qui disent 6 mois, mais en général, les études qui disent 4 mois sont sponsorisées et financées par l'industrie de l'alimentation pour les enfants. Donc, on va mettre la pédale douce là-dessus. Donc, on parle de prévention d'allergies, etc. Mais en fait, non. Mais bon, 4-6 mois, ce serait bien, alors qu'il y a 40 ans, on disait de donner du jus d'orange à 2 ans, à 2 mois, pardon. Donc, vous voyez que ça a beaucoup changé. Ça, c'est une recommandation. Donc, 6 mois d'allaitement exclusif, puis diversification, mais maintien de l'allaitement 2, 3, 4 fois par jour, aussi longtemps que la mère et l'enfant le souhaitent. Ça, c'est le texte officiel et c'est basé sur l'évidence des autres médecines, etc. Donc, ça veut dire qu'il y a une grande marge de manœuvre culturelle, familiale et individuelle. D'accord? Donc, à partir de là, il y a du comportemental, il y a du soutien, il y a de l'organisation travail-famille, il y a les ressources quand l'allaitement ne va pas bien, il y a les connaissances sur la contraception, parce qu'il y a des femmes qui disent « Ah, mais pour avoir telle contraception, madame, il faut arrêter d'allaiter. » Il y a « Vous avez une mastite, il faut arrêter pour prendre ces médicaments-là. » Enfin, il y a beaucoup d'erreurs qui sont faites autour, mais je crois aussi c'est beaucoup la pression, la disponibilité. Donc, pourquoi est-ce qu'il y en a qui vont jusque moins de 3 mois? Est-ce que ça s'arrête de soi-même? Ce sont les lactations sous-optimales, il y en a beaucoup.
puis la maman reprend le boulot, le niveau de stress suffit pour arrêter complètement, ou elle place un stérile Mirena et vlan, ça diminue, ou on lui dit quelque part, tu l'allaites 8 fois par jour, c'est beaucoup trop, il faut arriver à 6 fois par jour, mais comme elle a une petite capacité de stockage au niveau des seins, vlan, son allaitement s'arrête ou diminue. Donc vous voyez, il y a plein de conseils erronés, il y a aussi des mamans qui se sentent prisonnières à travers l'allaitement et qui en ont un peu marre et qui veulent, comme elle dit, reprendre une vie sociale, et elles n'imaginent pas reprendre une vie sociale avec leur enfant, alors que dans une tribu, la vie sociale se fait toujours avec les enfants puisqu'ils sont partout. Hein, on est dans une société très saucissonnée, donc c'est tellement varié. Vous prendriez 10 personnes et vous leur demandez l'histoire du sevrage et pourquoi ça les a arrangés à ce moment-là, ou ça les a pas arrangés, parce que parfois le sevrage arrive sans qu'on les choisisse. C'est une lactation qui s'arrête à cause du stress, de la pression sociale, du manque de stimulation des seins, d'erreurs techniques. Bon, voilà, on aurait des histoires différentes. Hein, je pense à cette jeune maman qui était institutrice, qui revient de son congé de maternité au mois de mai, et on lui tape une deuxième classe avec 30 enfants qu'elle connaît pas, parce que sa collègue est malade, son niveau de stress monte tellement que son allaitement diminue, et alors là, elle m'a appelé au milieu du mois de juin, et on a fait une relactation, parce qu'elle voulait allaiter pendant les vacances. Elle trouvait ça trop bête de sevrer comme ça. Mais il y en a combien qui savent que c'est possible de relancer une lactation? Oui, c'est la première fois que j'entends ça. Oui. Je l'avais même dit, écoute, t'énerve pas trop tant que tu es encore dans les derniers devoirs, là, les voyages scolaires et tout ça. C'est parce que pour remettre en route la lactation, ça serait 1 fois le tire-lait par jour. Il y a tout un protocole pour remonter la lactation. Mais c'est possible, mais termine ton année, puis on se reparle et on va. Mais surtout, laisse faire les tétés câlins, là. Même s'il n'y a presque plus rien, continue les tétés câlins qui gardent l'habitude de rester au sein, puis on va redémarrer ça ensemble. Et en 10 jours, elle avait remonté. Il y en a combien qui le savent que c'est possible? Ça. Mais, tu sais, mettons là, qu'on s'imagine une femme qui choisit d'allaiter jusqu'à, mettons, son enfant à 6 ans. Oui. Ce serait quoi la pertinence? Ça serait pour le niveau... c'est pour sa santé, dans le fond? Ou, tu sais, c'est quoi aujourd'hui? Parce que j'imagine qu'à l'époque, c'était beaucoup, ou encore aujourd'hui, peut-être dans certaines tribus de chasseurs-cueilleurs, c'est l'idée, je pense que la nourriture est moins accessible, peut-être? Ça dépend où. Par exemple, chez les Inuits qui habitaient dans le Grand Nord, la seule source de sucre, c'était le lait maternel. Donc, ces enfants étaient allaités 6-7 ans, le matin et soir, hein, parce que dans la diversification, ils n'avaient accès qu'aux protéines et aux lipides. Dans ce Grand Nord, c'est les produits de la chasse et de la pêche. Or donc oui, il y avait encore un petit coup de lolo matin et soir, quoi. Tu vois, mais ça c'est plus de la suradaptation à un milieu extrêmement aride dans les deux cas. C'est parce que quand tout le monde fait comme ça, on voit pas la différence. Maintenant, dans nos cultures, les quelques personnes que je connais qui ont été sur plusieurs années comme ça, n'avaient jamais prévu de le faire. Au départ, non. En tout cas, pas pour un premier enfant. Parce que, tu sais, ça va bien, l'allaitement va bien, c'est plaisant, elles y trouvent un bonheur, c'est pas intellectuel, c'est pas du tout une décision rationnelle, c'est parce que le quotidien est là. Et puis, l'allaitement, de toute façon, évolue avec l'enfant, hein. On n'allaite pas à la demande à 2 jours, comme à 2 mois, comme à 2 ans. À 2 ans, il y a des invités, on est au magasin, ils veulent le lot, bah, attends qu'on soit rentré à la maison, hein, ils comprennent quand même, tu sais, il y a des oui tout de suite, il y a des oui pas maintenant tout de suite, il y a le non, tu attendras ce soir, là j'ai pas envie. Bon, ça se négocie entre la maman et il y a la parole aussi qui s'interpose. Là, on n'allaite pas un enfant de 2 ans ou de 3 ans comme on allaite un bébé, ou un bambin. Hein. Et alors, il y en a qui disent oui, mais alors l'allaitement devient la suce. Je vois pas très bien le rapport parce que un enfant qui tombe et qui a besoin d'être consolé, on va lui dire oui, je vois, tu as eu mal, enfin, on va constater ce qui se passe, on l'enveloppe. Il se trouve que certains enfants l'été, quand ils se sont fait mal, demandent aussi un petit coup de lolo, ce qui est logique, il va faire des endorphines, il aura moins mal. Bon ben voilà, pourquoi pas. Mais enfin, les enfants non allaités, on leur donne un bonbon, c'est mieux. Exact. Bon, il vaudrait mieux d'ailleurs pas leur donner de bonbons ni d'associer la sucrerie au fait d'être tombé par terre. Maintenant, ça fait partie des relations, ça s'intègre dans la vie. Et souvent, ces mamans-là m'ont dit, je me suis retournée et dit, tiens, ça fait 4 mois. Ah tiens, ça fait 6 mois. Ah tiens, ça fait 1 an.
Oh tiens, je suis de nouveau enceinte. Qu'est-ce que je fais? Bah, le grand, il veut encore 2 fois par jour. Bon, ma foi, pourquoi le priver? Et puis le bébé, il naît, oh bah tiens, le grand veut téter en même temps, ben pourquoi pas? Tu sais, c'est rarement un choix militant, Mmh. pour les anticorps, non, c'est le Ouais. quotidien qui vient, qui s'installe comme ça. Et puis, comme finalement tout le monde s'y retrouve, voilà. Et puis ça fait tellement partie de la vie à un moment donné que, pouf, voilà, ça s'intègre dans le reste comme on prend sa tasse de café le matin, quoi. Puis justement, Mmh. en parlant plus, du sevrage, Oui. juste un parent qui a envie de comprendre, hem, comment normalement ça se passe cette transition-là, tu sais, de Mmh. j'allaite, puis j'arrête d'allaiter. Tu sais, il y en a qui pensent qu'ils doivent l'imposer à leur bébé, il y en a qui pensent que c'est le bébé qui doit choisir. Avez-vous une vision de ça? Ah là là, c'est tellement individuel toutes ces histoires-là. Ouais. Faire des livres de témoignages pour que les parents lisent qu'il y a des milliers de scénarios possibles. Que, Mmh. j'entends que comme beaucoup de mamans qui n'ont pas d'enfants, vous cherchez le scénario idéal pour faire un parcours sans faute après, idéal avec votre enfant. C'est très honorable, hein, mais dans la vraie vie, on s'adapte à ce qui se passe. Et Mmh. qu'il y a parfois des choses qui montent en nous, comme je me souviens de cette maman qui avait un enfant de 18 mois. Elle avait allaité son aîné pendant 2 ans, en partie pendant la grossesse du second. Et cet enfant de 18 mois, elle me dit: «J'en ai ras-le-bol de l'allaitement et je ne pensais jamais avoir ce sentiment-là. J'en ai marre de partager mon corps 24 heures sur 24 avec d'autres êtres humains. J'ai envie de mettre une robe noire, longue, serrée jusqu'au cou et de mettre un verrou ici». Enfin, tu vois Mmh. l'espèce de, à un moment donné, l'individualité qui dit: «Mais ras-le-bol qu'on me touche tout le temps, quoi». Tu vois? Elle ne Mmh. s'attendait pas du tout à sentir monter ça en elle. Et Mmh. elle s'en voulait et elle avait assez confiance en moi parce qu'en fait, elle m'appelait pour me demander comment arrêter au moins les tétés de nuit et tout. Et elle avait assez confiance en moi pour se lâcher complètement dans son ras-le-bol absolu d'être touchée tout le temps. Donc, Mmh. si au moins elle pouvait supprimer les tétés de nuit. Parce que pour le moment, elle le faisait à contre-cœur. Et plus elle le faisait à contre-cœur, moins son bébé dormait. Donc, elle était Mmh partie de mh. 2 tétés par nuit à une tétée toutes les 45 minutes parce que son bébé, qui était un hypersensible, le genre de bébé avec des capteurs émotionnels partout, là, qui se demandait ce qui se passait. Et elle lui dit: «Ouais, allez, vas-y, mais fous-moi la paix, quoi». Tu sais, et cette attitude de j'en ai ras-le-bol, il le Mmh. sentait et alors du coup, il dormait plus bien, il loupait tous ses enchaînements de sommeil, donc résultat des courses, il demandait toutes les heures ou toutes les 45 minutes pendant la nuit. C'était l'enfer. Donc qu'est-ce qui va monter à un moment donné dans ce ça peut arriver ça aussi. Alors il y a des sevrages, sevrer en français vient du latin separare, hein, séparer. Mmh. Donc déjà dans notre culture, on imagine beaucoup que sevrer, c'est le parent qui doit imposer. J'avais même vu une affiche faite par des psychologues, mais pour moi c'était débile. J'avais envie de déchirer l'affiche, mais bon, il y a le code pénal. C'était lâcher le sein pour le goût des mots. C'était effrayant comme oui, c'est dans les années 80, on avait beaucoup d'affiches comme ça, avec des psys qui disaient que l'allaitement prolongé était quasiment un inceste, que l'enfant à qui on met un sein en bouche pour l'empêcher de parler, enfin, ils prêtaient un tas d'intentions débiles aux mamans. Mmh. Je me dis, il ferait bien de commencer par se soigner eux-mêmes, là, avant de dire des bazars pareils. Moi, j'appelle ça de la pseudo-psychologie. J'ai assez d'estime pour la psychologie que pour ne pas mélanger tout le monde. Et je dis, si c'était le cas, nos ancêtres n'auraient jamais accédé à la parole. Or, ce qui fait une des particularités de notre espèce, c'est le langage. Mmh. Et un des premiers langages, c'est le sein, puisque au sein, l'enfant module le flux de lait. Mmh Et à mh. travers son comportement et sa gestuelle et ses mouvements de succion, il va demander le sein. Donc, Voilà. la langue va très vite participer au langage. Et il y a un Très proto-langage qui intéressant. s'installe. Donc, ce n'est pas vrai qu'on lâche le sein pour le goût des mots. Faut pas Mmh. arrêter de téter pour pouvoir parler. C'est complètement fou d'oser mettre de dire des choses pareilles, quoi. Et Mmh. d'associer des allaitements non écourtés à de l'abus parental, enfin des trucs pareils. Non, enfin, sur le terrain, moi ce que je vois, c'est des mamans qui suivent la demande de l'enfant et qui disent bon, il finira bien par s'en désintéresser. Et bon, j'ai une amie qui était monitrice à la Lecce League, elle a laissé, ce sont ses enfants qui ont décidé de s'en éloigner.
À un moment Mmh. donné, bon, ben voilà, elle a arrêté. Elle a allaité ses 3 fils entre 2 et 2 ans et demi. Ils ont arrêté tous à un moment donné, à ce moment-là. Même chose pour le cododo. Elle a dit, et elle, ça lui convenait. Fondamentalement, ça lui convenait. Mais quelqu'un qui Mmh. prendrait ce modèle-là, parce que la jeune femme dont je vous parle était la belle-fille de cette maman-là, de cette Ouais. femme-là, elle se sentait extrêmement coupable des sentiments agressifs contre ce fait d'être touchée tout le temps. Elle, ça ne lui Ah oui. convenait pas. Pour quelle raison? On ne sait pas. Il y a plein de choses qui peuvent venir là, mais quand il valait mieux qu'elle arrête les tétés de nuit. Et alors on a trouvé des moyens. De toute façon, l'enfant, dès 18 mois, alimentairement, il n'avait plus besoin de téter la nuit. Mais donc, on a trouvé d'autres moyens pour accompagner les nuits et pour lui permettre d'enchaîner les cycles. Un autre type d'intervention parentale faite par le papa. Ça a été un peu raide pendant 3 nuits, mais ça a été, il a accepté. Et surtout qu'il a pu retrouver sa maman reposée, disponible, ouverte. Donc, oui, Mmh. la vie est faite de compromis, la vie est faite de qu'est-ce qui monte en nous à ce moment-là, à un moment donné. Il n'y a pas de scénario idéal. Il y a celui qui convient à une famille à un moment donné. Et sur le plan de la santé publique, on peut dire allaitement exclusif 6 mois, et puis diversification, et puis faites ce que vous voulez, quoi. Je trouve que ça fait beaucoup monter l'enjeu Oui, que j'entends souvent dans le milieu de la parentalité, c'est mes besoins en tant qu'adulte, en tant que parent, mes limites oui, versus les besoins de mon enfant. oui, Puis je trouve que ça semble être une danse vraiment complexe et difficile oui, oui. de, de se respecter, mais pas Mhm. non plus parce qu'on voit tu sais, de l'exagération des deux côtés. Oui, Quelqu'un qui est que dans les besoins de ses enfants puis qui s'oublie complètement, et quelqu'un qui justifie toutes sortes de pratiques par ses limites à soi sans tenir compte des réels besoins des oui, enfants. Je pense qu'on est beaucoup dans une culture où on va entendre des parents dire ben toutes les pratiques s'équivalent, puis tu sais dans le fond vous pouvez prendre votre propre décision, puis tu sais les parents font de leur mieux. Puis ça, je l'entends bien. mhm, En même temps, je pense que les enfants ont des réels besoins. absolument. Puis je pense que c'est important d'être lucide par rapport à ça. Oui, Bien sûr, ça crée une notion, ça peut créer de la culpabilité, ça peut créer toutes sortes de choses, mais je pense que la culpabilité nous permet aussi, en tant qu'adultes, de prendre notre responsabilité puis de voir, oh, OK, il y a quelque chose ici, tu sais, à voir. Fait que je pense que c'est un sujet qui est comme, on parlerait de cododo, on parlerait de ça, on parlerait de toutes les oui, pratiques, tu sais. oui. Alors là, j'aimerais introduire un troisième facteur qui est le facteur temps. Parce que dans ce que vous Mm. décrivez là, c'est une pensée binaire. On va dans les besoins du parent, on va dans les besoins du bébé. D'accord? Mm. Il faut introduire le facteur temps. Au départ, on est en maternage. On est complètement en maternage. Les besoins du nouveau-né sont non négociables. Il s'agit de sa santé, il s'agit de sa vie. On doit être en maternage, paternage proximal, tu sais, en parenting, là, comme disent les Anglais. Mm. Hein? Et puis, on va introduire les conduites éducatives qui vont soutenir les comportements d'exploration de l'enfant. Donc, l'attachement Mhm. suscite les comportements d'exploration. Et Mhm. les parents vont offrir alors des conduites éducatives qui vont faire confiance à l'enfant. Par exemple, je suis sous la douche, Ouais. je peux pas courir pour lui donner le sein. Mon petit loup, je t'ai entendu, j'arrive. Les séquences à Mhm. délai, les séquences d'interaction où il y a un petit délai, au départ c'est très petit, hein, entre la demande et la satisfaction complète de la demande, et médiée par une parole et puis après par un comportement ancré qui reconnaît à l'enfant qu'il a été surpris. Oui, tu as été surpris, mais tu vois, j'arrive quand même. Tu vois, donc cette assurance-là va permettre de démarrer les comportements d'exploration, l'exploration de ses compétences à attendre, de ses compétences à téter, à demander. Donc l'enfant devient coacteur de son développement dans un Mm. dialogue avec les conduites parentales. Et alors, bien sûr, plus en plus, plus on s'en va vers le temps, plus on va avoir de conduites éducatives et de conduites de maternage qui vont progressivement diminuer. Fait que c'est dans le fond, tu sais, de passer de plus l'aspect, je pense que vous avez déjà entendu parler de ça, plus l'aspect maman Oui. versus l'aspect plus éducatrice. Toute mère en est là une maman et une éducatrice. Une maman, parfois, elle doit mettre à jour et parfois guérir de certains manques qu'elle a eus. Même chose pour l'éducatrice. L'avantage en l'éducatrice, c'est que nos modèles d'éducateurs ou d'éducatrices sont multiples.
puisqu'on a Mhm. vu la nounou, les instituteurs, les professeurs sportifs, tous les adultes qui ont eu vis-à-vis de nous un autre. Alors que la mama vient plutôt chercher dans nos mémoires très ancestrales, très archaïques, si vous voulez. La mama, c'est la mère suffisamment bonne qu'on a eue ou pas. Hein, le père suffisamment bon qu'on a eu ou pas. Et donc là, il peut y avoir eu des carences, et il peut y avoir parfois des actualisations à faire. Et alors, dans tout l'un ou tout l'autre, on se trompe, on oublie le facteur temps. C'est clair qu'au début, c'est le bébé qui passe d'abord. C'est pas pour rien qu'il y a un 4e trimestre de grossesse. Mhm. Et en France, les femmes doivent reprendre le boulot avant la fin du 4e trimestre, quoi. Dans leur corps, c'est pas terminé, et avec leur bébé, c'est pas fini. Et alors, on va imposer des mises en milieu d'accueil à des enfants de 2 mois et demi, 3 mois. C'est extrêmement tôt. Je dis là, la séquence à des délais dépasse complètement leur capacité d'autorégulation. C'est impossible pour eux. Donc là aussi, ça va créer beaucoup de... Ils doivent prendre sur eux, mais à des niveaux... C'est trop tôt, c'est trop tôt. Alors que si on y va en respectant le rythme de l'enfant, oui, on s'oublie complètement dans son enfant les 3 premiers mois, ça je sais bien, c'est une initiation. Mais petit à petit, on retrouve des morceaux de nous, et parfois ces morceaux de nous sont assez vindicatifs, hein, comme cette maman à 18 mois, elle dit « ras-le-bol qu'on me touche tout le temps, quoi ». Et elle s'attendait pas du tout à avoir quelque chose aussi fort. Mais bon, elle avait déjà repris le travail, elle avait déjà repris une certaine vie sociale aussi, donc je veux dire qu'il y a vraiment, oui, ce 4e trimestre de grossesse, c'est très intense, oui. Mais profitons-en. Il n'arrivera qu'une fois dans la vie. On va pas faire 12 enfants, hein. Nous, on en a 2, 3. Bon, certaines mamans en font 4. Bon, maintenant, c'est un choix. Les familles nombreuses, maintenant, habituellement, c'est un choix dans nos sociétés. Hein. Et alors aussi, surtout qu'une maman qui souhaite allaiter, qu'elle ait toutes les ressources pour allaiter comme elle veut, qu'elle sache ce qui est possible. Elle sache qui appeler et quand. Parce qu'il y en a beaucoup de courriers. Oh, ça va s'améliorer. Oh, j'ai le sein un peu tendu. Oui, c'est un peu rouge là. Oui, je chauffe, je suis fatiguée. Oh, ben ça va passer demain. Non, il faut appeler tout de suite. Hein, Ça serait quoi nos ressources au Québec, si vous pouvez en citer quelques-unes? Bon, dans le circuit sage-femme, on a quand même la sage-femme jusque 6 semaines. Normalement, elles ont une formation en allaitement. Dans le circuit hospitalier, on a l'infirmière du CLSC, on a Info Santé, il y a les marraines d'allaitement, hein, Nourrissource, les Chelig, il y a les doulas. Les doulas ont une formation allaitement habituellement aussi. Bon, voilà, donc il y a... Ça en fait déjà beaucoup, ouais. Ben, c'est bien. C'est en fait recréer autour des femmes qui allaitent ce réseau de femmes, en général c'est des femmes, hein, comme il y aurait eu dans une tribu, et qu'elles sachent où appeler. Jusque dans une tribu, on vivait ensemble, elles l'avaient tout de suite, tandis que là, il faut parfois attendre le lendemain matin. C'est ça, prendre un rendez-vous. Oui, c'est ça, et prendre un rendez-vous. Donc c'est pour ça que moi, certains appels, là, je sais qu'ils... Dimanche, pas dimanche, il faudrait avoir des ressources 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, logiquement. Si ça, ce serait l'idéal à avoir. Bon, Info Santé, on l'a déjà. Hein. On peut appeler à toute heure du jour et de la nuit. Et normalement, elles ont quand même, elles ont de la documentation. Les gros machins, elles peuvent. Ouais, ok. Oui. Mastite qui commence, elles savent différencier. Logiquement, hein, logiquement. Ouais, c'est ça. Pas nécessairement tout. Oui. On approche de la fin de ce magnifique entretien. Pour terminer, j'ai envie de vous demander comment vous envisagez l'évolution future de l'allaitement. Qu'est-ce que vous aimeriez voir peut-être changer, ou y a-t-il un aspect de l'allaitement que vous aimeriez qui soit davantage mis en lumière dans notre approche collective de cette pratique-là qui est tellement fondamentale? Oui. D'abord, les ressources, bien sûr, pour que les mamans puissent avoir des modélisations actives, passives, actives et thérapeutiques, au cas où. Donc les 3 aspects, collectivement, ça c'est le niveau service. Sur le plan collectif aussi, je me dis que soutenir toute mère dans son projet, dans son envie, va créer des femmes qui sont heureuses et fières d'avoir allaité. Ça, c'est la meilleure publicité qui soit, parce qu'une femme va rayonner dans son registre d'amis, ne fût-ce que parce qu'elle va oser allaiter dans les réunions, elle va montrer, elle va reparticiper à la modélisation passive, ses amis et puis ses filles, ses fils.
Donc d'accord, donc il y a un mouvement qui peut reprendre là aussi. Et alors, mon troisième vœu, c'est ne plus isoler l'allaitement dans le domaine de l'alimentation, de vraiment le voir d'une manière holistique, anthropologique, d'accord, de comprendre que donc il y a le geste devenir parent, accueillir un bébé, neurologique, relationnel, sensoriel, assurer cette continuité sensorielle transnatale et donc mieux accompagner aussi les parents qui donnent le biberon pour toutes sortes de raisons, soit dès le départ, soit sur arrêt d'allaitement, sur sevrage non désiré, sur arrêt suite à des erreurs. Il n'y a pas une frontière nette entre celle qui donne le biberon, celle qui donne l'allaitement. C'est pas si net que ça, la frontière. Et cette notion d'accueillir sensoriellement son bébé à travers les proximités, l'observation de ses rythmes et le respect de ses compétences, c'est un message qui est à transmettre à toutes nos sociétés et notamment aux personnes qui, comme vous, s'occupent des tout petits bébés des bébés, des bambins dans les systèmes d'accueil. Hein. Ce que vous m'avez décrit, ça m'a beaucoup touchée. Que cette intuition que vous avez avec des bébés qui ne sont pas les vôtres, mais que vous sentez que, comme allo parents, vous bénéficiez des mêmes intuitions. Parce que vous avez Ben oui. Nous sommes une espèce comme ça, nous sommes une espèce empathique, là. Vous avez des bons neurones de miroir, là. Donc voilà, c'est un tout, hein. Cette évolution, je peux pas parler d'évolution d'allaitement, je peux plutôt parler de l'évolution de l'accompagnement, de la parentalité, à la fois au niveau amical et familial. Tu sais, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Qu'est-ce que je peux t'apporter? Tu sais, les grands-mères, là, on n'est pas là pour jouer à la poupée, hein. On est là pour chouchouter nos filles. Hein, je peux t'apporter à manger, qu'est-ce que je peux faire pour toi? Tu veux que je sorte le chien? C'est bon, on portera le bébé. Si elle veut me confier son bébé, elle le fera, là, mais après, maman, c'est la bulle maman-bébé qui a besoin d'être entourée. C'est pas... moi, ça va, j'ai eu mes bébés, là. J'ai besoin de pouponner, sauf si elle me le demande, je le ferai avec plaisir. Je sais comment il faut faire, hein, je connais. Mais ça va, j'ai eu ma part, quoi. Écoutez, c'est tellement touchant de vous entendre parce que je sais que vous parlez de ce sujet-là tellement souvent, mais vous avez encore le même émerveillement. Puis je pense que c'est ça que j'avais envie de transmettre aux gens, à quel point c'est beau l'allaitement, à quel point c'est ingénieux, c'est complexe aussi, puis vous êtes une femme de nuances, puis en tout cas, je suis vraiment très satisfaite de notre échange. Oui. Si jamais les auditrices, auditeurs ont envie de prendre des formations avec vous, voulez-vous rapidement nous dire comment on fait pour vous contacter, pour connaître vos offres? Oui, il faut aller sur mon site www.ingridbayo en un mot en minuscule.com, donc ingridbayo.com, et là vous avez à la page d'accueil, vous avez un PDF à télécharger qui est remis à jour régulièrement, il faut que je le fasse d'ailleurs, ce qui date, et avec toutes les dates sur les 18 mois qui viennent. Les formations sont ouvertes à beaucoup de monde. Il y a des formations qui sont faites avec des horaires québécois, 9-17 heures, et d'autres 10h, 18h30, ça c'est en Europe. Hein. Enfin bon, si vous voulez vous lever à 3h du matin comme moi, vous pouvez suivre en Europe aussi. Donc il y a aussi dans l'onglet programme, l'onglet formation, il y a tous les programmes qui sont détaillés. Hein, voilà. Et il y aura une formation sommeil en présentiel pour une fois ici à Magog. Donc pour cette formation sommeil de 3 jours qui a été demandée par Lucie que vous connaissez. Oui, génial. Parce que je suis beaucoup en ligne et les formations en présentiel deviennent rares. Mais donc ça va avoir lieu ici à Magog chez nous. Voilà. Hein, donc... C'est tellement précieux de se rencontrer en vrai. Donc écoutez, merci infiniment encore de votre générosité, de votre temps et de toutes ces perles de sagesse. Merci Elisabeth. Merci infiniment d'avoir pris le temps de partager cet entretien-là avec Ingrid Bayo. Les échanges comme celui-ci sont absolument précieux dans notre monde et j'espère sincèrement que vous considérez cet épisode-là comme une addition enrichissante à votre collection de discussions marquantes. Les idées et les perspectives partagées par Ingrid valent leur pesant d'or et j'espère que vous les emporterez avec vous longtemps après la fin de cet épisode-là. Les Émergents, c'est plus qu'un podcast pour moi, c'est une passion et je suis absolument ravie d'avoir l'honneur de la partager avec vous.
Je suis Elisabeth, la créatrice de cette émission-là, et je suis extrêmement reconnaissante de votre fidélité, de votre soutien à travers vos différents témoignages depuis déjà plusieurs mois. Un immense merci également à Étienne Dufresne pour notre musique originale et à Florence Rivet pour son talent artistique qui illumine notre couverture. Si cet épisode-là vous a touché ou inspiré, je vous invite à exprimer votre soutien en m'envoyant une poignée d'étoiles sur Apple Podcasts et pourquoi pas un petit commentaire. De plus, partagez cet épisode-là allègrement sur vos réseaux sociaux en me taguant Elisabeth.Dufresne serait une merveilleuse manière de m'encourager à poursuivre cette initiative absolument passionnante. Je vous donne rendez-vous dans 2 semaines pour le tout dernier épisode, et oui, de la saison 1 de Les Émergents avant notre grande pause estivale qui nous fera un grand bien. À bientôt!